Alors, on va aller vers un sujet un petit peu plus sérieux. Regarde de travers. Bonsoir, Elena. Bonsoir à vous et merci de m'avoir invitée. Bon, alors, Elena me vous voit, donc je vais la vous voyer. Vous toutes. Alors, comme vous voulez, madame. Non, sympa. Tu sympa. Okay. Ok, alors, alors j'entends également un petit accent. Je me dis, ça fait pays de l'Est, Europe de l'Est quand même, hein. Oui, peut-être c'est la voisine d'à côté. C'est du même pays. Alors? Oui, je viens de Roumanie. De Roumanie, oh là là. Tout comme les Nutsa, oui. Et alors, vous m'avez dit, voilà, enfin vous, donc, ça va. Ouais. Ah, parce que sinon, ça fait un... Ouais. Donc, tu m'as dit, voilà, moi, je suis psychopraticienne. Mais qu'est-ce que c'est, psychopraticienne? Alors, psychopraticien, c'est un professionnel pratiquant la psychothérapie. Oui. Alors, c'est-à-dire accompagner les personnes dans une démarche d'introspection, de soins psychiques. D'accord. Tout comme les psychothérapeutes. Oui. Sauf qu'on n'a pas le droit de s'appeler psychothérapeute parce que c'est réservé à ceux qui ont des études, qui passent par l'université et tout. D'accord. Très bien. Et alors, du coup, ça veut dire que toi, tu reçois des personnes chez toi et qui te disent, voilà, j'arrive pas à dormir, j'ai des pensées, c'est ça? Ça va pas avec ma femme, je veux divorcer. Est-ce que c'est ça? C'est un peu ça et plus que ça, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Oui. D'accord. Et donc, c'est ton cabinet, donc il est à Clichy. C'est ça. Il est ouvert à tous, c'est-à-dire que même les enfants peuvent venir ou... Non, je ne travaille pas avec les enfants. Pas les enfants? Pas du tout avec les enfants. À partir de l'âge adolescent. Oui. Et surtout couple et famille. Couple et famille, oui. D'accord. Donc, donc, tu es pour la réconciliation. C'est ça. C'est ça. Ah, ben oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, par exemple, un homme vient séparément de sa femme ou ils viennent ensemble? Alors, la plupart du temps, c'est la femme qui prend cette décision. Ah, ben c'est étonnant. Et parfois, il vient tous les deux. Oui. Mais très souvent, c'est la femme qui vient sauver son couple. Comme si c'est sa chose. D'accord. Mais elle arrive, très souvent, elle arrive à sauver sa relation de couple en faisant un travail sur elle-même. D'accord. Donc là, c'est pour les femmes. Et quand c'est un couple, en fait, ils viennent tous les deux... Elle arrive à sauver son couple même si elle vient toute seule. Ah bon? Même si elle fait le travail que sur elle-même. D'accord. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est la femme qui porterait cette charge-là? Oui. Ah oui, on va pas comprendre que c'est que sa faute. Oui. Mais si elle change du comportement, des attentes... D'accord. Du coup, lui-même va changer. C'est ça. D'accord. Ok. Et donc, ça veut dire... il y a un certain délai pour avoir des résultats quand on fait une thérapie? Ça dépend de l'implication de chacun. D'accord. Donc, on peut régler un problème de couple, mais même un problème personnel en 3-4 séances. Mais comme ça peut durer des années, en fonction du problème déjà et de l'implication de chacun. D'accord. La thérapie ne se fait pas que dans le cabinet. Ça commence dans le cabinet, mais ça se fait 24 sur 24. C'est-à-dire en continu. Et même quand on se dit, dès qu'on se dit, bon là, il faut que vraiment je fasse quelque chose, je vais appeler une psy, clac, déjà le travail commence là? C'est exact. D'accord. Comme quoi, on travaille sans le savoir, c'est un peu comme quand on respire. C'est ça, c'est ça. Très bien. Et alors là, comment dire? Donc tu es venue en France. Est-ce que tu es venue toute seule en France ou avec ta famille? Oui, là, je vais vous parler de moi, du coup, un petit peu. Après, on va revenir. Mais... Oui, en effet, je suis venue toute seule en France. Alors, je viens comme j'ai dit, je viens de Roumanie, de Transylvanie, plus exactement. Je viens d'une famille nombreuse et aimante.
J'étais assez rebelle pendant mon adolescence. Oh ben, on l'a tous un peu, enfin tout un peu été, je crois. Hein. Bon, et moi un peu plus que tout le monde, et qui fait que je me suis mariée à l'âge de 19 ans. Ah oui. Donc j'ai arrêté les études tout de suite après le lycée. Ensuite, j'ai eu ma fille à l'âge de 21 ans. Très bien. Et j'ai divorcé à l'âge de 22 ans. Ah, tout ça, tout rapide alors. Tout rapide. Mais c'est alors on dirait voilà quelqu'un de calme, tout ça, mais c'est du feu à l'intérieur. Oui, enfin, je fais tout pour pas que vous le voyiez, mais vous alors, on peut rien vous cacher. Très bien. Puis, et donc, du coup, oui. là c'était en Roumanie tout ça. C'était en Roumanie, oui. Et puis femme divorcée dans un pays comme le nôtre, et surtout à cette époque-là, c'était très difficile à porter ce statut en fait. D'accord. Même si on ne nous demande pas c'est la faute de qui et pourquoi on est divorcé, mais être divorcé avec un enfant, c'est très mal vu, c'est très difficile à porter. D'accord. Et c'est difficile à porter dans mon pays, mais encore plus dans ma famille. D'accord. Et ça dépend des familles ou ça dépend aussi des familles, donc, bien sûr. Toi, tu étais d'une famille plutôt traditionnelle alors. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et puis, pour cette raison et pour d'autres, en 2004, je suis venue en France, toute seule. Bravo. C'est courageux, parce que tu ne connaissais pas encore notre amie. Non, je ne connaissais personne. D'accord. Non, je connaissais personne. Mais alors, pourquoi la France ? C'était une occasion, en fait. Toute ma vie, c'était des opportunités. Je ne sais pas, la pollution. Oui, non, je ne savais rien de tout ça. Si vous savez l'image qu'on a de Paris quand on est à l'étranger, c'est pas du tout ce qu'on trouve luxe, une fois ici. C'est ça, on voit que les belles choses. Fashion week, le parfum, et voilà. C'est ça. Et je sais donc, une fois arrivée en France, je parlais pas du tout français, je connaissais personne. Donc, mon premier travail était dans un garage auto. Je lavais des voitures. Ensuite, je travaillais dans le bâtiment. Bon, mais c'est pas possible. Mais, incroyable. Oui. Et puis après, je commençais à apprendre à parler un petit peu et j'ai travaillé dans des brasseries. Je travaillais sur les bateaux, sur la Seine. Oh là là, mais... Et puis, mais c'était une vie remplie des opportunités et le travail est devenu vraiment mon ami. C'était le seul qui m'a aidée, c'était le seul qui m'a accompagnée toujours. Et je me suis accrochée à ça. J'ai compris que c'est vraiment qu'en travaillant dur, on peut devenir... En étant autonome, indépendante et que tu te réalisais. C'est ça. Puis j'étais seule avec un enfant en charge que je voulais élever pas n'importe comment. Donc je me mettais une pression qui faisait que j'avais 2 à 3 travails à la fois. Donc, oh là là. Voilà. Il y a des Wonder Woman qui passent toujours sur le plateau, mais là, bravo. Oui, donc après, je continuais à grimper un peu. En 2011, j'ai réussi à devenir interprète à la cour d'appel. Ah oui, cour d'appel de Versailles, oui. Magnifique. Les commissariats. Mais pendant tout ce temps, même si tout ce que je faisais avec tout mon cœur, en fait, même si c'était un travail que je n'ai pas forcément choisi, mais à chaque fois, j'ai mis vraiment tout mon cœur là-dedans. Ce n'était pas un travail faire juste pour le faire, en fait. Tout était... j'étais maître d'hôtel dans des hôtels très prestigieux à Paris, donc il n'y avait pas de demi-mesure dans tout ce que je faisais. D'accord. Et puis... Alors, comment est-ce qu'on en arrive à être psychothérapeute? Oui, c'est la prochaine étape. Alors, j'ai toujours gardé en tête cette envie de faire la psychologie. Je l'ai remarqué pendant le lycée. Ah oui. Et j'ai toujours dit, mais je l'ai verbalisé, un jour je vais tout arrêter et je vais reprendre mes études pour faire ça. Mais c'était pas facile. Faire ça. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez repris vos études. Moi, je suis inscrite à la fac de droit, mais j'ai pas mis un pied. Mais je suis étudiante en droit. Ah, c'est déjà le début. C'est le début qui est le plus difficile. Oui. Donc, encouragée par ma fille, il y a quelques années, j'ai repris les études de psychologie. Ah, les enfants, ça aide beaucoup quand même. Ça aide beaucoup, oui. Ça demande d'aller au-delà de soi-même. Toujours. C'est ça. De dépasser ses propres limites. Oui, elle a joué un rôle très important dans cette idée.
Et même si après c'était une période assez rude à tenir pour faire toutes ces études, financièrement et tout le travail, après 10 ans qu'on n'ouvre plus un livre, c'est difficile à reprendre tout. Refaire travailler la mémoire et tout. C'est ça. Oh là là. Je m'enregistrais et je m'écoutais et je dormais avec les casques dans les oreilles. Ça c'est intéressant. Voilà, une technique. Ah, ça, Ouais, hein, ouais. Très bonne technique. Donc, c'est quoi la technique? Parce que je fais la même. C'est vrai? Oui, oui. Bon, ouais. Vas-y, Donc, je m'enregistrais, je lisais mon cours et puis et après, je les écoutais pendant que je faisais d'autres choses dans ouais. la maison ou même le soir dans le lit. Mm. Ça marchait pas mal parce que j'ai une mémoire positive. Donc voilà, donc je suis très contente parce qu'aujourd'hui, je fais vraiment ce que j'aime. Je suis complète dans ce que je fais. J'ai mon cabinet à Clichy-la-Garenne. Et voilà. Et ta fille a grandi pendant ce temps-là, en plus? Oui, ma fille, elle a bientôt 20 ans. Oh là là. Oui. Et alors, du coup, elle est bilingue aussi? Ah, plus que ça. Elle parle 4 langues. Oh là là. Oui. Qu'est-ce qu'elle parle comme langue? Elle parle roumain, français, anglais et espagnol. Et elle a fait du grec antique à l'école. Oh là là. Oui. Bravo. Et ma fille aussi. Ma garçon aussi, il parle 9 langues. Combien? Ouais. 9, oui. Oh là là. 9, oui. Wow. Alors, ils disent... 5 langues d'indienne, sanskrit, hindi, kannada, tamil, telugu et français, russe, anglais. Comme ça. Wow. C'est incroyable. C'est impressionnant, Ouais. oui. Ouais. À partir de 11 langues, il y a un terme. Je sais plus ce que c'est, mais c'est plus polyglotte. C'est, je sais plus, il y a un terme, un autre terme. Donc Oui, c'est, je ne connaissais pas. oui, c'est incroyable. Et parce que c'est vrai qu'en Inde, il y a tellement de dialectes et de langues du coup, et qui sont valorisées. C'est pas comme en France où voilà, on les met de côté. On connaît 2 ou 3 langues. C'est incommun. Oui, voilà, c'est ça. C'est étonnant. Hein. Ouais. Oui. Ah ouais. Et alors, du coup, quels objectifs Là, je continue à me former. D'accord. Je suis encore en formation. Je n'ai jamais arrêté depuis que j'ai commencé en fait, parce Très bien. qu'il y a de quoi faire dans la psychologie. On peut se former toute une vie. Et puis après, oui, je ne me vois pas que travailler dans le cabinet. Avec le temps, j'aimerais faire aussi des thérapies de groupe, de transmettre un peu plus que ça. Hein. J'interviens un petit peu dans les églises orthodoxes. Oui, c'est vrai. Orthodoxe, je fais des rencontres avec les adolescents, même avec les parents parfois, pour cette relation justement adolescent-parent. Et oui, donc toujours dans la médiation finalement, la réconciliation, c'est pour ça que j'utilisais ce mot tout à l'heure, mais parce que je trouve que c'est un mot qui te correspond bien finalement. Juste, oui. Et donc faire de la médiation, c'est aussi un beau métier qui n'est pas facile. C'est vrai que ça demande des efforts des 3 parties, y compris du médiateur. C'est exact. Et alors, le côté expert à la cour d'appel, ça c'est impressionnant quand même. Est-ce que c'est compliqué? C'est-à-dire qu'on peut t'appeler, il y a quelqu'un, il y a des traductions à faire, c'est tout de suite, faut aller au commissariat, ou est-ce que ce sont des jugements que tu traduis? Oui, alors là, je le fais de moins en moins parce que je ne suis pas disponible. Je commençais à travailler beaucoup dans mon cabinet. Mais oui, effectivement, quand ils appellent, il faut qu'on soit prête et arriver au commissariat ou au tribunal au plus vite possible. D'accord. On fait des petites réductions en ligne aussi, mais pas tant que ça. Il faut vraiment être sur place. Et est-ce que c'est pas difficile de constater que quelqu'un est en difficulté? Et ça demande aussi certainement une grande générosité de cœur. Et puis bon, forcément, la psychologie, on se doute que tu l'as. Mais oui. voilà, je sais pas, moi, je pourrais pas faire ce métier-là. Ça me ferait trop pleurer, je crois. C'est sûr que c'est pas facile. On est toujours dans l'aide, mais bon, là, on est un petit peu plus neutre parce qu'on est. C'est obligé, oui. On est ni pour les uns ni pour les autres, en fait. Et donc là, c'est le fait d'être obligé. On voit une situation et on peut pas vraiment
aider, on peut faire juste ce qui est légal. Ouais, je comprends que ça doit être Bien sûr. pas Mais facile. même là, si on veut vraiment faire bien le travail, faut être acteur un peu parce qu'il faut transmettre aussi l'émotion que l'autre en face veut transmettre en fait. Parce que si on va dire juste les mots qu'il dit, si on traduit juste les mots mot à mot comme ça, on peut mal transmettre ce qu'il veut dire. Donc il faut vraiment être dans l'émotion aussi, être dans l'empathie complètement. Donc, mais c'est ce que j'aime en fait. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Ça demande quand même beaucoup de qualité. Hein. J'avoue que. Mais ça devient des passions. En fait. C'est ça. C'est une flamme hein, aussi. Hein. C'est des passions. Ce n'est plus du travail. C'est ça. Imagine aimer les jeunes pour pouvoir les écouter, les guérir. Il faut les aimer. Sinon, on ne peut pas faire ce travail. Et oui. Si on ne les aime pas, c'est pas possible. Les écouter sans se rendre malade aussi. C'est vrai, mais c'est ça. Moi, je pourrais pas du tout. Franchement, oulala, trop difficile comme travail. C'est vrai, on a envie de. On apprend ça aussi, on l'apprend à l'école. De la distance, oui, de comprendre que c'est son problème, c'est pas le nôtre, et puis rester quand même à une distance qui aide en plus. Qui nous permet aussi de voir le tableau en entier. Parce que si on entre dans le tableau avec la personne, on risque de voir la même chose que lui et de ne pas être utile. Intéressant. Très bien. En fait, c'est des histoires. Chaque personne a une histoire. Imagine, si tu as 4 personnes, 5 personnes à écouter, ça veut dire que chaque fois, c'est une histoire différente. Oui. Et il faut juste les écouter, essayer de les comprendre. Parce que quand c'est des histoires différentes... Et alors, est-ce que tu prends des notes ou est-ce que tu gardes tout en tête? Comment ça se passe? Parce que tu parles de tableau, je trouve que l'image, elle est belle, justement. Oui. Au début, je prenais beaucoup de notes. Maintenant, de moins en moins. Peut-être qu'il y a aussi ma mémoire qui s'est formatée un peu. En fait, ça suffit d'écouter vraiment pour retenir tout. C'est parce que quand on parle comme ça avec une personne, pendant qu'il nous raconte quelque chose, très souvent, vous allez me dire si c'est le cas pour vous toutes, pendant que la personne nous parle, nous, on réfléchit à ce que nous, on a vécu un jour, un truc qui ressemble un petit peu à ce qu'il nous raconte. C'est vrai. Ou alors, c'est de s'identifier. C'est ça. Ou alors, on cherche à lui donner un conseil ou Mais alors, là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Là, on est juste dans l'écoute. Oui. Pas de conseil, alors? Pas de conseils. Bon, ça peut arriver de donner des exercices, mais pas de conseils. Ah, des exercices. Donc, c'est un peu comme la thérapie comportementale, alors? C'est ça. Ah oui, d'accord. Donc, et c'est ça qui nous permet de vraiment... Et d'avancer, du coup. Comprendre Et puis, c'est ça qui nous aide à être dans l'empathie et retenir l'histoire de chaque personne. D'accord. Donc, par exemple, une personne qui est agoraphobe, tu vas lui conseiller, par exemple, d'aller dans un magasin un petit peu, puis de repartir en pleine solde. C'est ce type d'exercice, par exemple? Ça peut arriver, oui. Mais après, c'est en fonction des degrés de la situation, du problème aussi. Mais... Oui, non, bon, c'est un peu grossier ce que je dis, mais c'est bon pour comprendre. C'est un peu ça, oui. Qu'est-ce que c'est que l'exercice, voilà, c'est... C'est un peu ça, oui, tu as bien compris. D'accord, c'est pas facile non plus pour celui qui vient consulter. Mais ceci dit, s'il a pris le téléphone, c'est qu'il a envie d'avancer, il ou elle. Ouais. Donc, bien sûr. De soi-même, prendre cette décision, on attend... Pour prendre cette décision tout seul à la maison comme ça, d'habitude, on attend un peu que ça soit un peu tard, parfois. C'est-à-dire que on va demander de l'aide une fois qu'on va être, par exemple, dans la relation de couple, une fois qu'on va être menacé par la séparation, ou dans la relation à soi, une fois qu'on est en burn-out même, ou en pleine dépression.
La plupart du temps, les gens viennent envoyés par leur médecin traitant ou par leur psychiatre, ou même par une amie parfois qui a déjà consulté et qui a eu des bons résultats. D'accord. Mais conseiller à quelqu'un comme ça, juste j'ai une amie qui va mal et puis lui dire si tu n'as pas pensé d'aller voir un psychologue, c'est assez délicat parce que elle veut dire je suis pas folle quand même. Enfin, c'est pas encore assez ancré dans la culture pour que les gens ils prennent ça. Pas comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis ils ont tous leur psy et puis voilà c'est même à la mode. Oui, voilà, c'est très à la mode. Alors que bon, peut-être qu'encore en France, mais il me semble que ça change quand même. C'est-à-dire que c'est plus un réflexe quand même de dire tiens, j'aimerais bien parler avec quelqu'un pour avoir un autre avis, pour prendre du recul. Oui, c'est bien, je trouve que c'est... Ça commence petit à petit, mais... Alors, est-ce que... toi, tu viens d'Inde, alors est-ce qu'en Inde, cette démarche-là, comme les États-Unis, aller voir un psy quand ça ne va pas, ou est-ce que c'est autrement que ça se passe? Can you tell that in English as well, just to make sure I got the right question? Because she's a therapist. Yes. And so in America, for example, using this medium as a therapist is very usual. Yes. Now in France, non, ce n'est pas non. Ce n'est pas normal. C'est pas normal pour it's not normal to go to a therapist. People don't talk about mental health, much of mental health. After my own pregnancy, I went through a lot of depression. Ouais, alors, donc en fait, elle explique que c'est pas si courant que ça, c'est voilà d'aller voir un psy en Inde, et qu'après avoir été enceinte, elle a fait donc comment on appelle ça, postpartum. Postpartum, postpartum, voilà. Yes. Et alors? Yes, but there is always family to support you. But when we speak about depression or mental health, they say, why would that happen? Donc elle a été aidée surtout par sa famille, et en fait c'est pas très bien vu d'avoir des problèmes c'est de santé mentale, mais c'est pas vraiment ça là. C'est voilà, c'est. Yeah, but my family was my support. Definitely, they helped me a lot to get back to where I am today. But I think only my husband understood what I was going through, and only he knows because it is very difficult to explain. Donc c'est sa famille vraiment qui l'a aidé, et finalement celui qui a compris le mieux sa situation, c'est son mari. Alors ça c'est étonnant. Est-ce que les maris souvent comprennent les situations des femmes en postpartum? Alors, assez rare. You understand? Yes. Pas très souvent. Non, ça n'arrive pas très souvent. Parce qu'en fait, quand on est enceinte, après on accouche, après voilà, et puis après, on doit voilà. Mais non, hein. Et non, des fois, faut se poser un peu là, parce que quand même c'est un choc d'avoir un enfant. On les aime, tout ça, mais voilà, des fois c'est comme ça. Des fois, non. C'est vrai. C'est vrai. Et donc là, tu vois, son mari, il a beaucoup aidé. Tu as beaucoup de chance. Merci. C'est vrai. On n'entend pas ça très souvent. Parce que c'est en plus naturel d'avoir ça, parce que c'est une question hormonale. Donc je veux dire, c'est tout à fait normal, et finalement. Bien sûr. Ça fait partie des choses qu'on ne peut pas comprendre si on n'a jamais vécu ça. Oui. Comme une dépression, par exemple. Quand on entend quelqu'un qui est en dépression, on est tous des psychologues, on donne tous des conseils, des meilleurs conseils. Mais parce que justement, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il vit réellement. Mais vas-y, sors, il faut que tu ailles te faire plaisir, mais regarde comme il fait beau. Enfin, tout le monde donne des conseils. Mais si on n'a pas touché à ça, on ne peut pas comprendre. Et ce que vous dites, ça fait partie de ces choses-là. Et un homme, il ne peut pas comprendre ça. C'est vrai. Elle pleure, pleurer. Mais je pense aussi la médicament, ce n'est pas the best way, mais la yoga ou pranayama, c'est aidé beaucoup pour moi. Donc Ayurveda ou le yoga, pranayama, c'est la
parce que le médicament, c'est it is only for the surface. It only treats at that time. Le médicament, il traite pas le fond, il traite que la surface. Yeah. Et donc elle a été guérie par le pranayama Pranayama and yoga. La respiration et puis finalement l'exercice, le yoga. Et le Ayurveda, c'est les massages aussi. Le massage aussi, oui, bien-être, oui. Ah là là. Le bien-être, oui. C'est très mieux. Mais alors, toi, tu ne donnes pas de médicaments. Non. Le médicament, c'est la parole. Elle libère la parole. C'est exact. Ouais. C'est exact. Ouais. C'est ça. Le traitement, c'est de parler. Ça, c'est libérer soi-même déjà en racontant et le premier qui entend qui se dit dans le cabinet, c'est le client même. Il s'entend parler. Et ça, c'est déjà un grand pas. D'accord. Il s'entend, il entend son histoire. Quand il le dit, simplement. Quand il le dit simplement, oui. Et c'est pas à travers le regard que toi, tu peux avoir de son histoire, c'est vraiment parce que lui-même formule. Il le formule et puis parfois, nous, on reformule justement pour qu'il s'entende mieux. D'accord. Bien sûr. L'écoute, c'est le plus important. Vous voyez, même l'enfant, quand il est dans le ventre de sa maman, le premier sens qui se développe, c'est l'écoute, en fait. Et c'est pour cela qu'il est aussi important après. Si on saurait écouter, si on savait s'écouter les uns et les autres, on n'aurait pas besoin de psychologue. Et c'est le problème, en fait. On ne s'écoute pas. On ne s'entend pas. Et alors, par rapport à Nadia, son sens, c'est l'ouïe. Toi, ton sens préféré, c'est quoi? Celui que tu utilises le plus souvent? C'est les oreilles. L'ouïe aussi, c'est lui aussi, bien sûr. Ça, bien sûr. Très bien. Donc, on a... Oui. Est-ce que... Ouais. Même la musique, ça a un petit côté thérapeutique aussi. Tout à fait, parce que justement, c'est une thérapie. Enfin, une des thérapies, comme la musicothérapie, mais de chanter, c'est une thérapie en soi, parce qu'on fait travailler tout le corps, la respiration, même au niveau du cerveau, il y a des choses qui se passent. C'est ça, le fait d'être seul sur une scène face à un public comme ça, ça aussi, c'est... Par exemple, quand toi, tu es sur une scène face à un public, comment tu arrives à ressentir le public? Et puis, est-ce que tu ressens l'accueil positif du public? Comment tu le ressens? Je me suis jamais posé la question. Mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup être sur scène, en tout cas pour le chant. Pour le piano, non, c'est pour ça que j'ai arrêté le classique, parce que c'était un peu compliqué pour moi à gérer, le stress et tout ça. Mais en chant, j'aime bien parce qu'on est en groupe. Du coup, on porte l'énergie à plusieurs. Et moi, ce que j'aime bien surtout, c'est après le concert, quand les gens viennent me voir et me disent « Ah, ça m'a fait vraiment du bien de vous entendre ». C'est là que je me dis que la musique, elle a un pouvoir aussi. C'est vrai. Qui peut autant aider pour les gens. Celui qui crée la mélodie que pour celui qui écoute. Ouais. C'est vrai, c'est juste. Et alors, dans la continuité de ça, est-ce que toi, d'avoir ouvert comme ça ton cabinet, finalement, qui était ton rêve depuis que tu étais jeune, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Tu as réussi, en fait. J'ai réussi, tu te rends compte? C'est intéressant parce que dès toute petite, en fait, je me voyais faire certaines choses. Et puis, toute petite, il y avait personne qui partait à l'étranger, par exemple, et moi, je me voyais partir à l'étranger. Alors que c'était juste... je chantais à mes parents qui me manquent et tout, alors que j'étais là, en fait. Et je me voyais faire ça. Je me projetais, je le voyais. Je me voyais ouvrir la porte de mon cabinet. Et là, oui, je suis juste heureuse de le faire et contente d'avoir réussi, bien sûr. Bien à ta place. Bien sûr. Mais ceci dit, le trajet que tu as fait pour arriver jusque-là, je trouve qu'il est remarquable. C'est-à-dire que, voilà, j'avais rencontré Aurélien Duarte, septuple champion du monde de kickboxing, qui nous a expliqué qu'en fait, que pour monter jusqu'en haut de la montagne, il faut faire tout le tour, et puis on arrive au sommet. Eh bien, c'est ça. Et c'est une belle leçon. Ça veut dire que quand on a un objectif en tête, on le garde et puis on s'en approche.
Bien sûr, tout le monde peut. Mais après, c'est pas... on dit chez nous, c'est pas de savoir, c'est de partir qui nous aide à arriver. Je savais que je vais faire la psychologie, mais à un moment donné, il fallait que je parte pour arriver là. D'accord. Et c'est ça, en fait, qui est le plus difficile, enfin, faire le premier pas, avoir ce courage de faire le premier pas. Bien sûr qu'après, tout s'embrique et on arrive. Mais... D'accord. Alors, toi, qu'est-ce que tu préfères faire? C'est des thérapies de groupe, enfin de couple, pardon. Tu vas y venir, mais... de couple ou en individuel? Est-ce que c'est pas un défi plus difficile en couple? Tout ce que c'est difficile, c'est plus intéressant. C'est plus, là 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 là. Oui, j'aime bien faire la thérapie de couple, même si je dois avouer que je travaille plus en individuel. Mais même quand je travaille en individuel, c'est toujours sur des sujets de problèmes de couple. D'accord. Ok. Ah oui, donc spécialiste du couple. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver donc? Alors, j'ai un site internet. Ouais. Je le mettrai moi sur le Facebook de Camailleux. Oui, et puis j'ai mon cabinet à Clichy-la-Garenne. Donc c'est dans le nord de Paris. C'est dans le nord de Paris, oui, sur les allées Gambetta, facile à trouver. Et oui, donc il est affiché. Bah, super. C'est le site internet. Bon, très bien. Très bien, très bien. Bon, mais voilà. Et donc, si jamais les gens peuvent téléphoner, se rendre sur le site, c'est bravo. En tout cas, c'est une belle leçon. C'est vrai. Hein. Nadia, qu'est-ce que tu en penses? Tu as vu son trajet? Ah bah non, mais c'est en plus mille et une vie en une. Elle parle très bien le français. Et, je veux dire, on oublie complètement qu'elle vient d'un pays de l'Est. Exactement. Quand même. Hein. Merci. Avec une autre éducation, une autre culture aussi. C'est tout ça que tu as dû apprendre. Je veux dire, voilà, moi, je suis admirative de vous ce soir. Parce que, voilà. Alors, tout à l'heure, Nadia, j'ai oublié de te demander, parce que par rapport, quand on a un souci, toi, tu viens du Maroc, ou ta famille vient du Maroc. C'est ça. Quand il y a un souci, est-ce que c'est... il y a un réflexe d'appeler un psy, ou est-ce que c'est la famille? Comment ça se passe? Non, je pense qu'au Maroc, c'est honnêtement, je sais pas, mais en tout cas, quand je parle avec ma famille qui est là-bas, voilà, on n'ose pas trop parler des problèmes, de ces problèmes et tout ça. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit un réflexe. D'accord. Voilà, d'appeler un psy. Alors que là, voilà, on voit avec Bhavana que la famille est un support. Ouais. Donc ça, c'est une autre façon de voir. Donc là, depuis l'Inde. Oui, en Inde, il y a Ayurveda qui est une thérapie à part entière. Oui. Les massages et même la discussion avec un médecin ayurvédique. Oui, c'est naturothérapie et ça s'appelle naturothérapie et nous formation une université je travaille avec une université, elle s'appelle S. Vyasa à la Bangalore. Donc nous organisons pour prendre cette université en France pour donner un cours au sujet de l'Ayurveda ou yoga et naturothérapie pour prendre un master degree ou bachelor's degree. Donc, je vais faire maintenant pour ça. Bon, mais justement, on va se tourner vers toi. Alors, Bhavana, ton nom, Pradyumna. Pradyumna. Yumna. Oui. Pradyumna, oui. Pradyumna. Oui. C'est mon mari. Alors, ça, c'est le nom du mari? Oui, nom de mari, oui. D'accord. Et Bhavana, c'est moi. D'accord. Alors, il n'y a pas question après, prénom, non? Non. Après le mariage, je prends le prénom de mari et le nom de famille aussi. Après le mariage, c'est comme ça en Inde. Le prénom oui. Non, prénom de mari et nom de famille de mari. Ah, d'accord. Oui, c'est comme ça. Étonnant. Au Maroc, ça se passe comme ça aussi? Non, au Maroc, justement, les femmes gardent leur nom de famille. Ah, hyper moderne, c'est comme au Portugal. Oui. Voilà. Et alors, en Roumanie? Non, on prend le nom de famille de l'homme. Oui. Mais comme en France, quoi, en fait. Oui, c'est l'homme qui porte l'état civil et puis la femme la religion. Attends, pardon? L'homme qui porte l'état civil?
On va prendre le nom de l'homme. Oui. Et par contre, si la femme est d'une autre religion, c'est elle qui va... On va suivre la religion de la femme. Religion, c'est-à-dire qu'en fait, c'est orthodoxe. Alors, parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Mais donc, c'est orthodoxe en Roumanie. Oui, 80%, on est les orthodoxes, mais... D'accord, voilà, d'accord. c'est comme c'est la femme qui s'occupe de l'éducation. Voilà, c'est plus logique que